Vous écoutez le débrief, issu de l'épisode S1203 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 26 mars 2026. Nous sommes toujours avec le photographe Geoffroy Gomez pour cette émission consacrée à la photographie à l'ultra grand angle. C'est le moment du débrief qui vous est présenté par digitphoto.com, le spécialiste du matériel photo et vidéo depuis 2002. Geoffroy, si on devait essayer de résumer, de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette discussion. Première question, à partir de quelle focale est-ce que l'on entre dans la catégorie des ultra grands angles ? Tout simplement en dessous de 24 millimètres. Au niveau des distorsions qu'on trouve généralement sur ce type d'objectif, comment on fait pour les gérer à la fois peut-être à la prise de vue et en post-production? La plus grande partie du travail, pour moi, se fait à la prise de vue. C'est 90% de l'image. Après, la post-prod, c'est le vernis, quoi. Une photo ratée, elle est ratée, peu importe. Donc, il faut bien essayer d'être le plus droit possible si on veut un truc avec une belle ligne d'horizon, des belles lignes verticales. C'est pas forcément de pencher ou de relever l'appareil, c'est aussi de le faire pivoter sur son axe pour être bien en face. Ça, voilà. Plus on est droit tout de suite en face du sujet, plus la photo, il y aura moins de travail dessus. Et de bien respecter, donc je ne sais pas si on a expliqué ce que c'était que l'hyperfocale. Mais vas-y. Pas vraiment, c'est mais le moment, tu peux revenir y dessus. aller. Ouais. C'est la distance sur le plan focal à partir de laquelle on sera net devant et net vers l'infini. Donc ça, il y a un petit truc moi que j'utilise tout le temps qui est assez simple à mémoriser, c'est que l'hyperfocale, elle se situe à peu près sur le tiers bas de l'image. Donc si on a un quadrillage ou qu'on fait la règle des tiers, on fait son point sur la ligne du bas. Et là, normalement, sauf grosse couverture ou un truc devant ou un problème, on va être net partout. Et puis à partir de là, on peut fermer. Faut bien respecter aussi l'ouverture optimale de son objectif. Donc la plupart du temps, ça se situe vers f4, f5, 6. Mais c'est vrai que pour faire du paysage et être net partout, c'est pas forcément l'idéal. Donc on peut pousser jusqu'à f8. Et quand je veux vraiment être net, moi, je démarre à f8 et je peux pousser jusqu'à 16. Mais pas au-delà parce qu'après, diffraction, tout ça. Et je rajouterais, moi, sur les distorsions, que c'est un phénomène qui est inhérent, hein, évidemment, à ce type d'objectif, que plus la focale est large, plus ce phénomène est présent et visible, et que pour en limiter son impact visuel, évidemment, plus on est loin de son sujet, moins on va voir apparaître ce phénomène, ce qui fait généralement que quand on fait du portrait à l'ultra grand angle serré, faut bien prévenir son sujet, parce que ça risque mais là, c'est un parti pris. Ouais. C'est un parti pris, déformer un peu. Peut-être un pas peu le mettre sévère. sur les bords. Mais ça se corrige très bien. Ça se corrige très bien directement sur le boîtier. Il y a Ouais. pas mal d'algos embarqués chez Canon, Nikon, chez tous les constructeurs. Généralement, fonctionnent mieux avec des objectifs natifs pour corriger ce phénomène-là. Et d'une manière plus générale, en post-prod, et DxO s'est fait une spécialité de ce genre de problématique. On peut corriger les distorsions assez facilement. Et aussi, oui, surtout, j'en parlais un peu plus tôt, de ne pas hésiter à cadrer plus large. Ouais. Parce que de toute façon, il y aura toujours un recadrage. Et pour redresser derrière. Pour redresser derrière ou pour, quand le logiciel applique les corrections de déformation de l'objectif, forcément, quand on ça a téléchargé les c'est profils comme, sous c'est comme DxO, si il on va tirait, automatiquement. sur une nappe. Et puis pas hésiter non plus à fermer un peu, jamais se mettre vraiment à pleine ouverture, sauf exception. Voilà, quand on est sur de la photo de nuit, il ne faut pas hésiter à fermer un petit tiers, un peu plus. On peut aller jusqu'à un diaph si l'objectif ouvre assez. Mais voilà, faut trust the process, quoi. Ouais.
On a évoqué au cours de notre discussion un aspect assez relou avec ce type d'objectif dans l'utilisation des filtres. Geoffroy, tu peux nous expliquer pourquoi et quelles solutions apporter? Alors, il y a premièrement, ça c'est un peu un sujet à part, mais les objectifs pardon, avec la lentille frontale bombée, là, ça va être très compliqué d'utiliser des filtres, sauf si on peut en mettre sur le capteur ou certains objectifs récents ont un tiroir pour mettre un filtre derrière. Et certains, d'ailleurs, certaines bagues ont des filtres intégrés, Oui, chez Canon ouais, notamment. Ça, c'est pas mal, ouais. en monture RF. Ouais, après, bon, il faut trouver les bons filtres, mais effectivement, ça existe. Les filtres vissants, moi, je les utilise surtout. Alors, soit le Pola en plein jour pour le ciel, ça, c'est incroyable. Ou alors les filtres, genre, Coquin, ils ont un filtre qui s'appelle Clear Sky qui va Oui. supprimer, les longueurs d'onde, des lampes au phosphore, ce genre de truc, donc ça va supprimer la pollution lumineuse, toute cette teinte jaune qu'on peut avoir, quand on fait parce que, malheureusement en France, c'est très compliqué d'avoir un ciel, sans pollution lumineuse, donc ça va vraiment venir éliminer, toute cette teinte. Ou si on veut faire de l'aurore boréale, à proximité d'une ville peut-être, dans le Grand Nord, est-ce que ça peut aider aussi ou? Bah, ça va la rendre rose, en fait, mais on peut très bien faire des photos d'aurore sans filtre. Alors là, il y a aucun problème, même au téléphone, si elle est suffisamment forte et que le réglage d'expo est bien fait, c'est vraiment entre guillemets «facile». La seule Ouais. difficulté, c'est d'avoir l'aurore, d'être au bon endroit au bon moment, Ouais, puis que ouais, la ouais. météo le permette, et ouais, donc après, il y a aussi les supports de filtres. Moi, c'est ce que j'utilise le plus souvent, mais c'est vrai qu'après ça a un certain coût, un certain encombrement, il faut quand même pouvoir se trimballer, pas se tromper dans les filtres qu'on va prendre, bien savoir calculer, son temps d'expo, parce que forcément, si on met un filtre, noir devant l'appareil photo, il faut pouvoir calculer, généralement maintenant les marques, donnent un petit pense-bête, pour adapter le temps de pause, et puis, après, faut y aller quoi, tout simplement, faut sortir. Alors justement, on sort et si on va faire de la photo de paysage, quels conseils, pratiques tu donnerais pour, pratiquer de la photo de paysage à l'ultra grand angle? Alors, ultra grand angle ou pas, faut quand même prévoir sa sortie, hein, donc bien prévoir le matos, en bon état, nettoyé, batterie pleine, carte vide, et cetera. Faut pas hésiter non plus à aller voir à préparer sa sortie sur internet en allant voir sur Google Maps ou, même parfois sur Photopills, ça permet de préparer son point de vue, et d'avoir, le passage, je sais pas, de la lune, du soleil, ce genre de truc, à quelle heure le soleil se couche, à quelle heure la lune se lève ou s'il y a pas de lune, enfin ce genre de choses. Faut prévoir un plaid, une boisson chaude, voilà, et surtout dire où on va. Jamais partir tout seul. Même que ce soit en plein jour, hein, parce que si c'est dans des coins un peu escarpés ou paumés, ou il suffit que la voiture tombe en panne, soit embourbée, on glisse, on se casse une jambe, on n'a pas de réseau, on n'a plus de batterie, il peut se passer tout et n'importe quoi. Voilà, faut toujours être, et heu et après, bon, moi, pendant un moment, ça aussi, c'est bien pour pratiquer le paysage. Pendant un moment, j'avais une petite marotte, je faisais une fixette sur les phares, en bord de mer. Donc ça, c'est un super sujet pour s'y mettre parce que c'est grand, ça permet de bien se positionner dans le cadre. Après, je dis les phares, ça peut être des églises, ça peut être des tracteurs, ça peut être n'importe quoi. Hem et mais de manière générale, je dirais, dans la pratique, c'est de le faire avec bienveillance. C'est-à-dire qu'on va pas aller faire du paysage pour, poster, sur les réseaux sociaux ou pour, avoir une image qu'on va trafiquer derrière ou ce genre de truc. Moi, je considère que c'est un privilège de pouvoir se rendre dans des endroits qui sont accessibles ou pas, et de pouvoir les prendre en photo, en fait, de témoigner de ça, et même parfois, je vais faire, ma photo et puis, je vais rester, 1 heure à côté à regarder le ciel, changer, les animaux qui passent, ce genre de choses. C'est, très méditatif, Mmh. Mmh. Tu et serais d'accord avec Jean-Michel Lenoir, hein, je crois que ouais, moi, je
déjà, c'est un métier passion, donc j'ai beaucoup de chance de pouvoir de vivre de ça. Mais de pouvoir se retrouver dans des moments comme ça, à une époque où il y a du monde partout, il y a les réseaux sociaux, tout est hyper connecté. Il y a encore des endroits voilà, où on peut. Tu peux nous écouter quand même, hein, si tu nous as téléchargé au préalable. Et voilà, de le faire avec bienveillance. C'est-à-dire que quand on va dans un endroit qui est un peu sauvage ou quoi, c'est de bien respecter l'environnement. Si on voit des animaux, les laisser tranquilles. Je sais par exemple qu'il y a des photographes qui vont poser des appâts pour faire de la photo animalière. Bon, ça, c'est un peu, ça va flinguer un peu le quotidien de ces animaux-là. Rien laisser derrière soi, évidemment. S'il y a des gens qui viennent, qui croisent votre route, pas hésiter à leur dire ce que vous faites ou s'ils posent des questions, voilà, partager. Ou alors si on veut se rendre à un endroit et que c'est un peu compliqué d'y accéder ou que ça peut être une propriété privée ou un truc comme ça, il faut surtout pas hésiter à contacter les gens. En fait, à partir du moment où on leur parle et qu'on leur explique, voilà, vous pouvez avoir accès à des trucs. Voilà, c'est du partage, quoi. Alors, au cours de la discussion, donc on a évoqué la spéléophotographie, on a évoqué le paysage, qu'il soit de nature ou urbain, on a évoqué l'astrophotographie. Quels sont, selon toi, les autres domaines d'application dans lesquels il pourrait être pertinent d'utiliser un objectif de type ultra grand angle? On a parlé du portrait aussi. Ouais. Alors là, tout de suite. Le sport, peut-être. Le On l'a pas trop le sport, avec le sport, oui, fisheye, forcément. sur le certains sport, sports. Oui, ou au 14 mm, bah, une les rampe sports, de oui, skate, surtout c'est sympa, les hein. sports auto, ce genre de choses, c'est assez cool, quoi. Et d'une manière de générale, la perspective. vidéo aussi, Ouais, on a la vidéo, évoqué. ouais. Oui, La puis on vidéo, peut mettre c'est- des Ronin sur des véhicules, hein. Mhm. Enfin, moyennant pour système de fixation, mais c'est vrai que mettre ça sur un bolide lancé sur un circuit, ça peut Non, faire du sacré rush. Pour terminer, Geoffroy, est-ce que tu aurais un modèle en particulier à recommander à nos auditeurs et auditrices en monture Canon RF? Je vais recommander le, le modèle que j'aimerais bien avoir entre les mains. C'est le 14 mm qui vient de sortir. Celui-là, il a l'air d'être assez, Qui ouvre à un 4, du coup. il a l'air d'être assez violent. Ouais, série LVCM, hybride ouais. photo-vidéo. Après, en RF, oui, on peut partir sur des classiques, hein, les 16-35, le 16 mm aussi. Qui est un 15-35 désormais. C'était un 16-35 en EF et en RF. Je suis encore au 16-35. Bien sûr, donc, moi aussi. Qui était très bon, qui est en version 3 d'ailleurs en EF, qu'on peut mettre sur un boîtier R via une bague adaptatrice. Il y a le 16 mm aussi dont tu parlais. Oui, le 16 de 8. Ouais. Moi, j'aime beaucoup aussi en termes de zoom le 14-35 stabilisé. Je trouve donc très contenu. il y a de quoi faire, hein, il y a de quoi s'amuser. Bon, allez, on conclut là-dessus. Merci beaucoup.